Bonjour tout le monde. Alors, mes collègues et moi, on a l'honneur cet après-midi de passer un petit peu de temps avec vous pour rendre hommage et souligner le départ puis la grande contribution de Nancy Press. Nancy, vous le savez, est décédée le 7 février 2025 à l'âge de seulement 49 ans. Nancy a été une personne très importante pour le centre de recherche, mais aussi pour l'Institut de gériatrie, pour plusieurs chercheurs et étudiants au Québec. Alors, voilà le nom des personnes qui vont vous parler cet après-midi. Je vais commencer, suivi par Guylaine, puis Stéphanie, puis Isabelle et Anne. Alors, ouais. Merci. Alors, bon, d'abord, je suis très honorée personnellement là, d'avoir été invitée pour présenter Nancy. Puis peut-être que si j'ai été invitée, c'est parce que j'ai eu la chance d'être la témoin de plusieurs des grandes étapes de sa carrière, comme mes collègues ici aussi également. Prochaine diapositive. Je l'ai d'abord connue quand elle était toute petite étudiante, ou petite ou moyenne étudiante, et on a publié ensemble un article qui s'appelle Vitamin K Status and Cognitive Function in Healthy Older Adults. Et tout de suite, j'ai été impressionnée, puis je dois dire intellectuellement séduite par Nancy, parce que, évidemment, elle maîtrisait parfaitement les concepts liés à la nutrition. C'était sa formation. Elle était aussi comme un poisson dans l'eau pour tout ce qui s'agissait de statistiques de haut niveau, parce qu'elle avait aussi une formation là-dedans. Mais je dirais que ce qui m'a le plus marqué, impressionné, c'est qu'elle avait aussi une compréhension remarquable des processus cognitifs. On regardait la cognition et c'est pas, Nancy n'était pas une neuropsychologue, elle n'avait pas fait de formation en cognition avancée, mais elle a compris tout de suite et avec beaucoup de finesse comment fonctionne la cognition, comment ça se mesure, ce que ça mesure pas, ce qu'on peut conclure sur les liens entre la mémoire et le cerveau. Et là, je vous assure, je me souviens d'une séance à la cafétéria ici de l'hôpital où je me suis dit, waouh, c'est une personne d'exception. Et ensuite, j'ai eu la grande chance de la recruter au centre de recherche comme chercheur en émergence et directrice de laboratoire éventuellement. Puis c'est là que j'ai découvert qu'elle elle avait pas juste cette extraordinaire intelligence et compréhension, mais elle avait aussi, elle voulait vraiment changer les pratiques. Elle était très engagée et particulièrement aussi en faveur des aînés les plus vulnérables. Et c'est là qu'elle a commencé de travailler, notamment avec l'Institut. Et ça, c'est un engagement qu'elle a continué tout au long de sa carrière, avec beaucoup de constance et beaucoup de détermination. Puis, j'ai aussi constaté à cette occasion-là sa grande générosité et son remarquable esprit rassembleur parce que Nancy a obtenu un poste de professeur à l'Université de Sherbrooke et au centre de recherche, poste de chercheur au centre de recherche sur le vieillissement à Sherbrooke. Elle était à la fois profondément attachée à notre centre, mais elle était aussi très excitée, emballée à l'idée de contribuer au CRDV. Et pour elle, ça n'a jamais été un problème. Elle n'a pas hésité à proposer d'être le pont, d'être une figure de liaison pour faire le lien entre les deux établissements, etc. Puis ça, c'est vraiment Nancy. Elle voyait ça, elle, comme une opportunité de créer des ponts, pas une rupture, mais vraiment une occasion d'échange, de collaboration, etc. C'était une personne comme ça. Et dans ce sens-là, elle a beaucoup aidé à rapprocher les milieux au bénéfice de la recherche, mais aussi au bénéfice des étudiants, puis de la communauté des personnes âgées en général. Et un autre jalon important, vous allez en parler, c'est la direction de la cohorte nuage et le rôle qu'elle a joué au sein du RQRV. Comme je suis directrice du RQRV, c'est important de le souligner. Elle a été membre du comité scientifique pendant plusieurs années. Puis, elle a aussi siégé au comité de recrutement
de la direction scientifique en 2023 et c'est le moment où moi-même j'ai pris la direction du réseau. Donc, les rôles se sont inversés. C'est elle qui m'a recrutée. Et elle l'a fait avec toute la bienveillance, la rigueur, l'intelligence attentionnée qu'on lui connaît si bien. Elle m'a parlé beaucoup, on a beaucoup discuté. Elle était très sincère et très passionnée même dans cette fonction importante qu'elle occupait d'aller contribuer à renouveler la direction du réseau. Prochaine diapositive. Oh, je pense que j'ai raté. Prochaine diapositive. Oui, euh, ça marche plus. En haut, en haut. Ah, ah oui, c'est vrai, on tend toujours, ou peut-être vers là. Vers là. Non. Oui, voilà. Alors, Nancy, ça a été une chercheure remarquable. Donc, juste pour résumer un peu son parcours, elle est épidémiologique, diététiste, nutritionniste de formation. Elle est reconnue pour ses travaux dans le domaine de la nutrition et vieillissement cognitif. Elle a été une pionnière dans l'implantation de l'approche Nutrition as Medication dans plusieurs centres d'hébergement au Québec. Elle a été directrice du laboratoire au CRUGM, chercheuse au Centre de recherche sur le vieillissement, CRDV, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, professeure à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Elle a eu une carrière aussi, bon, j'ai mentionné aussi sa contribution au RQRV et à la Banque Nuage, etc. Prochaine diapositive. Elle a eu une carrière couronnée de nombreux prix. Guylaine va parler de certains des prix qu'elle a eus dans sa formation, mais elle a aussi eu des prix mérite du Conseil interprofessionnel du Québec, prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. Ça, c'est quand elle a reçu ce prix, je crois. Prix d'excellence de 22-23 du CIUS de l'Estrie. Mais surtout, je dirais, prochaine diapositive, pour ceux qui la connaissent, vous savez que c'était une personne, une belle personne, une personne d'une grande humanité, généreuse, brillante, passionnée pour son métier comme chercheur, mais aussi pour sa contribution à la nutrition et au bien-être des personnes âgées, très engagée envers son équipe, ses étudiants et ses collaborateurs. Et j'aimerais vraiment la remercier peu importe où elle est, la remercier euh, pour tout ce qu'elle a fait pour nous tous. Et maintenant, je vais passer la parole à Guylaine. Merci. Alors donc, moi, je vais aborder une autre période de sa vie, une période qui est antérieure, en fait, parce que j'ai eu le bonheur de la fréquenter au moment où elle faisait un bac en diététique à l'Université de Montréal. Alors, très tôt dans ses études, elle a voulu s'est intéressée à la recherche. Donc, je l'ai eue comme étudiante d'été. Peut-être qu'on peut passer à Oui, voilà. Alors, donc, je l'ai eue. On a travaillé ensemble durant ses études au baccalauréat. Mais ensuite, elle a débuté une maîtrise et elle a fait un passage direct au doctorat. Et en fait, alors on parle ici là entre les années, pour ce qui est du doctorat, c'est 2007 à 2012. Alors donc ça, ce sont ses études officielles. Mais durant ses temps libres, Nancy, il y en a qui font du tennis, il y en a qui, elle faisait des formations en statistique avancée. Alors ça, c'était vraiment sa passion. Elle aimait beaucoup ça. Et en fait, disons que j'ai eu la chance, au fur et à mesure de nos interactions, finalement de bénéficier de ces connaissances avancées. Mais avant de vous parler de ça, je voulais simplement mentionner que
au moment où Nancy est arrivée au département de nutrition, elle avait fait un baccalauréat en biologie marine. Alors peut-être la prochaine diapositive. Alors, c'est ça, donc, elle s'était intéressée aux espèces qui entravent la pêche de pétoncles. En fait, elle était passionnée par tout ce qui touchait la mer. Et on peut voir, elle avait déjà, au moment de son bac, elle avait déjà rédigé un résumé qui portait sur la collecte de données qu'elle avait faite aux îles de la Madeleine. Alors, elle était très, très attachée à ça. Et on a quelques photos de Nancy en pleine action. Alors, on peut voir, c'était vraiment, Nancy et les poissons, c'était vraiment une histoire d'amour, hein. Elle aimait beaucoup ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est relié, mais elle adorait les sushis aussi. Alors, donc, quand, quand on allait, parce que quand elle faisait ses études et qu'on était ici, il y avait à l'époque euh, sur Queen Mary, il y avait un petit resto de sushi, puis évidemment, on allait toujours là. C'est ça. Donc, il y avait vraiment une histoire d'amour entre Nancy et les poissons. Alors, on voit ici quelques photos avant qu'elle arrive parmi nous. Mais c'est ça. Pour ce qui est des statistiques, je voudrais peut-être raconter quelques anecdotes. Parce qu'évidemment, souvent, ces séances de statistiques avancées, ça se faisait, c'était offert par la santé publique ou en tout cas, j'oublie là, un organisme paragouvernemental. Et souvent, ça se faisait la fin de semaine. Alors donc, et je me souviens, parce que déjà, on travaillait ensemble sur des jeux de données. Et je me souviens, à un moment donné, on peinait un petit peu sur des analyses. Alors, un lundi matin, elle m'arrive à mon bureau, les yeux archi pétillants. Et là, elle m'a dit, Guylaine, je pense que j'ai trouvé, je vais essayer une régression de poisson. Alors, bon, je me suis dit peut-être qu'elle est nostalgique de ses études en biologie marine. Mais bon, finalement, elle a appliqué la régression de poisson. Moi, évidemment, à ce moment-là, je commençais tout juste à faire de la recherche chez l'humain. Je venais de milieux de recherche fondamentale, alors les modèles précliniques, là. Alors, en d'autres termes, des souris et des rongeurs. Alors, et puis c'est sûr que mes connaissances de statistiques à ce moment-là étaient définitivement plus limitées. Je me souviens aussi, quelques semaines plus tard, encore là, on avait sur un autre jeu de données, on avait un petit peu de mal à interpréter. Puis là, elle m'avait dit, toujours un lundi matin, excessivement, comment dire, enthousiaste. Elle me dit, là, j'ai trouvé, je pense, la solution. Je vais appliquer le test du jackknife. Alors là, je la regarde, et puis je n'avais jamais entendu parler de la régression du jackknife, mais je savais quand même qu'il y avait le mot knife dans le jackknife. Alors j'ai dit, écoute, Nancy, je te fais confiance, mais j'espère juste qu'il va nous rester des données à la fin de l'exercice. Alors, mais c'était ça, je veux dire, des statistiques elle en mangeait. Et c'était vraiment, elle est devenue très rapidement mon point de référence, définitivement, là. Quand je, quand je fais des petits soucis ou quand j'avais des interrogations par rapport aux statistiques, là, je prenais le téléphone et je lui passais un coup de fil. Alors, donc, tout ça pour dire que effectivement, il nous est resté des données et de belles données aussi. Peut-être si on peut aller à la prochaine diapositive. Alors, donc, dans le cadre de son projet de doctorat, ça visait vraiment, comme Sylvie a mentionné tantôt, la publication que vous avez vue, c'était vraiment au cœur de ses études de doctorat.
Mais évidemment, c'était une étude qui dépendait ou qui était réalisée au sein de la cohorte nuage. Et au moment où Nancy était aux études, on n'avait pas nécessairement accès à toutes les données. Alors donc, il fallait attendre pendant un certain temps. Alors évidemment, Nancy, c'était pas le genre à rien faire. Alors, entre-temps, au sein du labo, on travaillait aussi sur la question du rôle des apports alimentaires de vitamine K sur la stabilité de l'anticoagulothérapie à la warfarine sodique. Donc, c'est un anticoagulant là, qui est fréquemment prescrit, particulièrement chez les personnes âgées. Et alors donc, évidemment, elle s'est passionnée par ça aussi. Et donc, parallèlement, là, elle avait suivi ses formations. Alors donc, pour s'amuser, elle jouait avec les jeux de données qui portaient sur l'anticoagulothérapie. Et dans le cadre de ces activités-là, elle a entre autres dirigé les travaux d'étudiantes d'été à l'époque. On a Émilie Masson, on avait aussi Christina Leblanc qui par la suite a fait une maîtrise avec nous au laboratoire. Mais c'est ça. Donc, elle aimait relever des défis et évidemment, elle faisait ça avec, je veux dire, avec une rigueur et un talent exceptionnel. Alors, donc, vous voyez ici quelques exemples de publications qui ont découlé de ces activités autour de l'anticoagulothérapie. Et si on va à la prochaine diapositive, alors là, on a vraiment, on arrive au cœur de son sujet de doctorat qui était le rôle de la vitamine K sur la cognition. Donc, nous, on avait réalisé pas mal de travaux précliniques, donc chez le rongeur, qui nous laissaient penser qu'effectivement, la vitamine K avait un rôle au niveau du cerveau. Et avec la cohorte nuage, on a eu la chance de justement faire du transfert de connaissances et en fait plutôt un passage du préclinique au clinique. Et alors, on a sauté sur cette occasion. On avait accès à quand même un groupe de personnes âgées en bonne santé. Et on avait aussi, on avait non seulement des données d'apport de vitamine K, mais on avait aussi eu accès à du sang et ça nous a permis de faire des dosages de vitamine K. Bref, en fait, on a été les premiers et Nancy a été vraiment la première à démontrer chez l'humain un lien entre le statut vitaminique K et la cognition. Et en fait, on voit un brocoli là, c'est parce qu'il y a beaucoup de vitamine K dans le brocoli, mais dans tous les légumes verts. Et je vous encourage à consommer beaucoup de légumes verts à chaque jour. Mais en fait, c'est ça. Ici, vous avez aussi quelques exemples de ces publications. Je ne pouvais pas tout mettre parce que si on va à la prochaine diapositive, vous voyez ici, en fait, sa productivité durant les 5 années qu'elle a été au sein de notre laboratoire. C'est quand même assez extraordinaire. Elle a reçu 7 prix. Donc, déjà, au moment de ses études, elle s'est habituée aux prix et aux distinctions. Alors, je pense qu'elle a voulu continuer ça en tant que chercheur indépendant. Euh, on parle aussi de, je crois que c'est attendez un petit peu là, que je vois, oui, un chapitre de livre où elle était co-auteure, 16 articles avec comité de pairs, dont 10 comme premier auteur. C'est quand même quelque chose pour une étudiante au doctorat. Et 27, si je ne m'abuse, 27 communications scientifiques.
durant ses études. Et on a terminé avec 4 articles de transfert de connaissances dans ce cas-ci. Alors, entre autres, des articles pour la revue de la Fédération des omnipraticiens, la FMOQ, et aussi des articles. Il y avait 2 articles à la FMOQ et 2 articles à l'ordre professionnel des diététistes. Alors donc, évidemment, on parle d'une productivité exceptionnelle. Euh, Nancy, ça a été pour moi un cas unique. J'ai quand même supervisé plusieurs étudiants au cours de ma carrière, près de 40 maintenant, mais c'est certain que Nancy était dans une classe à part et c'est certain que, en ce qui me concerne, évidemment, c'est une vie qui a été écourtée infiniment trop précocement. Mais quand je pense à elle, et je pense souvent à Nancy, en fait, et pas juste quand j'ai des problèmes statistiques, mais quand j'ai toutes sortes d'occasions de penser à Nancy, ça me ramène toujours à, et peut-être qu'on peut aller à la prochaine diapo, alors, à une pensée de Khalil Gibran, le poète libanais du siècle dernier, qui dit: toute connaissance est vaine s'il n'y a pas de travail, et tout travail est vide s'il n'y a pas amour. Le travail, c'est l'amour rendu visible. Et je pense que dans le cas de Nancy, elle incarnait ceci totalement parce que la connaissance était évidemment au cœur de sa vie, au cœur de son esprit. Le travail a toujours suivi parce que ça semblait tout aussi naturel, mais aussi c'est que ce travail-là, il s'est fait avec un grand amour et elle aimait profondément ce qu'elle faisait. Alors, je la remercie. Merci. Bonjour. Alors moi, je m'adresse à vous pour souligner l'implication de Nancy dans l'étude nuages et la formation des banques nuages. Mais parce que je fais partie du comité directeur de nuages, mais je suis aussi une collègue de Nancy. On a travaillé proche ensemble dans les 7 à 8 dernières années et on est devenus amis aussi au cours de ces belles rencontres. Alors, pour commencer, nuages, qu'est-ce que c'est? D'abord, il faut faire la distinction entre l'étude nuages et les banques nuages. Donc, l'étude originale longitudinale québécoise sur la nutrition comme déterminant de vieillissement réussi. Il faut que je lise encore pour dire le titre au complet. Donc, l'étude nuage, à la base, elle a été formée, mise sur pied par un groupe de chercheurs principaux dont Pierrette Gaudreault, José Moret, Hélène Delille, Bryna Schattenstein et Catherine Gray Donald. Pardon. C'est une étude qui a été donc financée par les IRSC pour à un montant de 3,8 millions et qui a été soutenue par la suite pendant plus de 10 ans par le RQRV, donc par le FRQ. En bref, Nuage, c'est près de 1800 participants, hommes et femmes âgés, qui ont été recrutés et suivis dans les régions de Montréal, Laval et Sherbrooke, euh, avec des collectes de données et des prélèvements annuels sur 4 ans, donc un- un niveau de base et un suivi de 3 ans par la suite, et un nombre immense de variables, donc plus de 1000 variables qui incluent des données relatives à la santé générale, la composition corporelle, la participation sociale, l'activité physique et j'en passe, mais en particulier des données nutritionnelles qui sont absolument très riches et franchement uniques quand on regarde d'autres cohortes du genre au niveau international parce que les chercheuses à l'origine ont cru que c'était absolument important de dépenser de l'argent et du temps pour faire des collectes alimentaires qui valaient la peine. Alors aujourd'hui, euh, c'est encore à ce jour-là une des cohortes avec les données nutritionnelles les plus riches et ça, ça, ça explique en partie, pas évidemment uniquement, mais en partie pourquoi Nancy était très attachée à cette cohorte et voulait
voir sa continuité et sa survie. Donc, là où Nancy entre en scène, c'est en 2018, alors que en 2018-19, s'est opéré un chantier d'envergure pour définir un nouveau cadre de gestion et opérer toute la migration des données et des échantillons nuages dans une banque de recherche officiellement enregistrée sous le nom Les banques nuages. Donc, ce statut, qui est maintenant reconnu éthiquement et juridiquement, assure que l'infrastructure soit conforme aux exigences éthiques et législatives en vigueur au Québec en lien avec les banques de recherche. Nancy a assuré la direction générale des banques de recherche nuages de janvier 2018 à décembre 2024. Un petit peu avant ça, en fait, incluant l'encadrement éthique et législatif, ainsi que l'administration. Donc, comme vous pouvez voir dans le bas de la diapo, la mission des banques est vraiment en lien avec la mission de l'étude originale, bien sûr. C'est le but étant de continuer à utiliser ces données et surtout de pouvoir les faire partager à la communauté scientifique dans le but ultime, évidemment, d'améliorer la santé des personnes âgées et leur qualité de vie. Alors, pour la prochaine, qu'est-ce que ça veut dire diriger les banques nuages? Qu'est-ce que ça signifie en clair? Alors, Nancy a passé des heures et des heures et des heures incalculables lors de la migration de ces données-là à défricher les dossiers, à fouiller les dossiers, à s'assurer que les données soient conformes, que ce soit les bonnes données. Je pense qu'elle a aussi déménagé elle-même des boîtes. Elle me disait qu'elle retrouvait des boîtes de dossiers de participants en nuage dans d'autres bureaux quand elle s'est installée au centre de recherche à Sherbrooke. Donc, c'était un travail vraiment, je dirais pas de moine, mais enfin, un travail acharné qu'elle a fait. Ensuite, dans tout ça, elle a opéré ce chantier de migration, mais vraiment dans les meilleurs termes possibles. Et ça signifie qu'elle a passé aussi des heures et des heures de discussion avec les comités d'éthique impliqués, ainsi qu'avec les avocats pour tout s'assurer que le contexte juridique soit bien respecté. Ensuite, elle a eu le flair, je dirais pas ensuite, mais dès le début, elle a eu le flair d'embaucher, de recruter Valérie Turcot, qui a été coordonnatrice des banques nuages pendant près de 6 ans. Et ces deux-là, Valérie et Nancy, ont travaillé ensemble, main dans la main, un duo d'enfer pour passer à travers là, toutes les tâches que je vous mentionne ici. Donc, Valérie s'est occupée aussi d'intégrer les nouvelles données, entre autres, plus récemment, toutes les nouvelles données génétiques qui ont été intégrées dans la banque, dans les banques nuages. Et aussi, c'est elle qui assurait le soutien aux utilisateurs des données, des échantillons de nuages. Donc, Valérie, c'est la photo sur la gauche. Et plus récemment, donc à l'été 2024, alors que Valérie a quitté ce poste, Nancy a embauché Esther Marie Fafard qui assure cette continuité, mais malheureusement, elles n'ont pas eu le temps de travailler très longtemps ensemble, étant donné la maladie de Nancy. Ça veut dire aussi que Nancy, elle a dirigé le comité directeur, donc qui est encore formé de Pierrette Gaudreault, moi-même, Rokhaya et José Moret, qui va laisser sa place bientôt. Nancy a fait ce travail-là, encore une fois, avec les qualités que vous avez déjà entendues. Donc, elle avait ce côté rassembleur, mais en même temps, une main ferme pour diriger des réunions du CD de façon tout à fait efficace et venir à bout de nos missions et de nos projets. Elle a en plus, dans les peut-être 3 dernières années, voulu former un comité aviseur international pour que justement la gestion des banques nuages soit chapeautée par un comité aviseur plus large. Donc, c'est elle, encore une fois, qui a vraiment mené ça de front pour aller recruter des membres à l'international qui s'assurent du bon fonctionnement, puis on se rencontre de façon annuelle.
Nancy a fait la promotion des banques nuages dans de nombreux congrès et autres événements scientifiques. Elle était celle qui menait les kiosques, qui faisait les présentations pour toujours promouvoir davantage l'utilisation des données nuages. Elle le fait sans compter. Elle a établi des partenariats, donc on a plusieurs partenariats d'établis et elle a réussi à intégrer aussi la cohorte, les données nuages dans des partenariats internationaux, par exemple comme la plateforme GAIN, qui regroupe plusieurs cohortes internationales. Elle a finalement aussi dirigé la continuité du financement, donc dans ce qu'on a appelé le nuage 2.0, qui a été obtenu du FRQ de 2019 à 2024. Et si on totalise ce financement plus le financement original de Nuage, on en arrive à un total de 6,4 millions pour la suite de la cohorte. Alors, de nombreuses retombées depuis, c'est plus de 110 articles scientifiques, 332 présentations lors de congrès scientifiques, plusieurs communications médiatiques aussi pour le public, plus de 120 étudiants gradués et stagiaires qui ont utilisé les données nuages dans leurs projets. J'ai déjà parlé des subventions et 13 partenaires et consortiums de recherche, dont 3 à l'échelle internationale. Donc, évidemment, toutes ces retombées ne sont pas uniquement dues au travail de Nancy, bien sûr que non, c'est un ensemble de chercheurs, mais il faut quand même reconnaître qu'elle a été la locomotive qui a vraiment tiré plusieurs de ses accomplissements, je dirais, à partir de son entrée en 2018. Maintenant, je voudrais souligner qu'elle a fait tout ça alors qu'elle était en début de carrière scientifique comme jeune chercheur qui établissait sa propre carrière indépendante de recherche. Nuage, ce n'était pas son but, ce n'était pas son programme de recherche en soi. Elle faisait ça un petit peu en parallèle. Bien sûr qu'elle était elle-même une utilisatrice des données nuages, ça lui a permis de faire avancer ses projets de recherche, mais c'est faire preuve d'un immense dévouement que de dire en début de carrière, quand les choses sont toujours un petit peu incertaines, elle travaillait pour obtenir son chercheur boursier junior 1, puis elle dirigeait Nuage en même temps. C'est, à mon avis, un immense dévouement qu'elle a fait parce qu'encore une fois, elle croyait beaucoup à cette cohorte. Donc, pour terminer, cette diapo fait la liste certainement pas exhaustive de toutes ces qualités plusieurs ont déjà été mentionnées, mais Nancy, c'était ça. C'était une combinaison de rigueur scientifique, de travail acharné, d'une minutie, de grandes connaissances, évidemment, dans plusieurs domaines qui ont déjà été mentionnés, mais tout ça enrobé de grand professionnalisme, de gentillesse, de courtoisie pour être capable de gérer toutes les personnalités différentes et d'une extrême générosité. Alors, je vais lui dire un grand merci parce qu'évidemment, j'aimerais bien qu'elle sache que Nuage devrait continuer. On a déposé une demande de financement pour la suite. Il y a une nouvelle équipe qui est mise en place avec plein de jeunes chercheurs impliqués qui pourraient amener Nuage sur des chemins qu'on n'avait pas prévus à l'avance. Donc, on souhaite vraiment une suite à Nuage, puis je pense que Nancy serait ravie de voir le succès de tout ça se concrétiser. Merci. Merci. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? OK, parfait. Donc, vous m'avez devancé, chers consoeurs, sur plusieurs points. Donc, c'est bien, je vais pouvoir peut-être compléter. Bonjour à tout le monde. Anne et moi, on va s'assister pour les prochaines minutes. J'aimerais témoigner de comment ça se passait au sein de son laboratoire, dans le fond, au quotidien. Je représente toute une équipe aujourd'hui. En parallèle de Nuage, où elle faisait un travail exceptionnel avec ma collègue Valérie Turcot, qu'elle nommait son bras droit, j'étais comme un peu son bras gauche, hein, deux bras en recherche, là. Donc, elle s'amusait avec ces termes-là. Pouvez-vous croire qu'avec tout ce qu'elle a fait, elle avait sa propre programmation de recherche. Et c'est à ce niveau-là que j'ai travaillé avec elle. J'étais sa coordo pour une très grande majorité de ses projets. Je vais commencer à me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Reed, je suis nutritionniste, membre de mon ordre professionnel.
J'ai commencé à travailler ici en recherche en juillet 2003. J'ai connu Nancy dès son stage d'été en 2006. C'était la seule fois où j'ai donné un cours pratique sur comment faire des mesures anthropométriques, les plis cutanés, le jambe mort et tout ça. Donc, ça a été évidemment vite dépassé. Mais c'est ça. Donc, on a commencé à se connaître dès ce moment. Puis, en 2017, j'ai commencé à travailler pour elle. Elle a été financée donc, pour son premier projet. Donc, c'est ça. J'ai juste vérifié. Donc, oui, c'est ça. Donc, c'est ça, je la connais vraiment très bien, là. Donc, c'est pour ça que je voulais vous témoigner un peu de sa vision, une vision plus personnelle de Nancy, comme chercheuse et professeure de son laboratoire de recherche là, de 2017 à 2025. Avant toute chose, je voulais vraiment vous remercier à tous et à toutes d'être venus aujourd'hui. Je sais qu'elle a été super touchée du geste. Elle était vraiment très sensible. Si elle n'a pas pu le faire avant, je sais qu'elle aurait voulu que je vous dise merci en son nom. Euh, euh, Aussi, merci pour avoir fait des débuts avec elle, puis d'avoir considéré le statut nutritionnel et l'état nutritionnel des personnes aînées comme une thématique de recherche importante. Les fleurs que j'ai choisi d'apporter aujourd'hui, donc c'est des roses éternelles, c'est ça, veut un gage de remerciement pour son legs professionnel, pour la relève qui vient et le reflet de sa présence qui se fait sentir parmi nous maintenant et encore pour longtemps. C'est comme un peu d'elle que je ramène un peu aujourd'hui là, avec vous. Les pommes que j'ai amenées, c'est dans le fond, ça représente qui nous sommes en tant que nutritionnistes. C'est notre symbole au niveau de notre ordre professionnel. J'en ai mis plusieurs parce qu'il y avait beaucoup de diversité au sein de son labo, de différents domaines. Oui, des nutritionnistes, mais pas seulement. Il y avait des gériatres, en fait, des gériatres en devenir. Il y avait des gérontologues. Il y avait aussi des gens de la psychologie qui étaient avec nous. Les liens qui nous unissaient, elle et moi, c'était le travail et le fait que nous étions deux nutritionnistes à vouloir faire de la recherche pragmatique dans un domaine de la gériatrie. L'image que je retiens de notre relation, c'était vraiment une pilote assistée de son copilote de vol. Mon Dieu, excusez-moi. Vers diverses destinations dont l'équipage s'est agrandi depuis 2017 avec d'autres collègues, Valérie Turcot, Cynthia Corbin et d'autres membres d'équipage, dont notre statisticienne Afiwa et d'autres étudiants et étudiantes de niveau maîtrise et doctorat. Aujourd'hui, les étudiants sont représentés ici par Charlotte Bédard-Delisle, qui est sa dernière étudiante. Merci Charlotte d'être venue pour représenter tout le monde. Malgré certaines turbulences, nous savions que nous avions besoin, chacune d'entre nous, pour arriver à destination. Nous avons assisté ensemble à des beaux couchers de soleil. Le pilote est parti, mais on a fait de notre mieux pour, comme des pros savent le faire, pour prendre les commandes puis faire atterrir le cargo du mieux possible. Je remercie l'éco-chercheurs pour leur écoute et leur aide précieuse à plusieurs niveaux depuis juillet 2023. Anne Bourbonnais, Julie Laine, Guillaume Léonard, Isabelle Gabory et Patrick Boissy notamment. C'est un petit début. Pour ma part, ben, je suis ici parce que je suis une des co-chercheuses qui a travaillé sur son dernier projet et ça m'a amené, entre autres, à travailler avec Isabelle et avec sa dernière, avec Anne, une autre Anne, Anne Desrochers, qui a travaillé sur le projet NAM dont on va parler un peu tantôt. Ça m'a permis d'être témoin de ses grandes qualités. On a eu plein de discussions aussi dans nos plus à titre d'amitié durant les dernières années. Mais finalement, c'est beaucoup Isabelle et moi qui avons terminé son dernier projet. Donc aujourd'hui, je suis surtout ici pour accompagner Isabelle qui va vous parler d'elle de manière un peu plus personnelle. Puis on a fait l'exercice un peu de réfléchir ensemble à des caractéristiques qui la caractérisaient. Puis on a sorti comme 3 grandes thématiques. Et je peux peut-être ajouter qu'en vous écoutant, j'ai réalisé que c'était une chercheure très quantitative. Et moi, je suis une chercheuse très qualitative. Donc, on était une drôle de combinaison au départ qu'elle m'approche pour faire des projets ensemble, mais elle démontrait cette immense ouverture aussi à des types de recherches différents qui nous a amenés dans son dernier projet à intégrer un volet qui était purement qualitatif finalement et où j'ai travaillé beaucoup avec Isabelle. Donc, elle démontrait aussi beaucoup cette ouverture. Mais la première qualité qu'on lui a constaté, c'était qu'elle était réellement passionnée par la recherche. Donc, Isabelle, je te laisse parler de sa passion. Oui, ben c'était clairement le premier thème. Nancy, c'est une chercheuse de cœur et d'esprit. Donc, les co-chercheurs qui travaillaient avec elle l'ont décrite en ces termes dernièrement.
Elle était all-in. Elle était une chercheuse avec la drive, hein, c'est ça qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, même en octobre dernier, elle m'a convaincue au téléphone qu'elle avait une idée géniale, des projets géniaux en tête à débuter en janvier. Donc, elle voulait vraiment que je reste avec elle jusqu'au bout et c'est ça que j'ai fait. Ce qui la motivait à se lever tôt le matin, c'était son labo et l'impact de ses travaux sur la qualité de vie des personnes aînées. Juste retourner en arrière, vous avez c'est devancé. Ah, OK, c'est le logo, c'est ça. Ça, c'est son logo qu'on a travaillé ensemble en équipe, revu et modifié à nouveau jusqu'à atteindre la perfection avec un infographiste dans le style, le message qu'elle voulait bien véhiculer. Vous trouvez notre fameuse pomme, le symbole de notre expertise en nutrition. Dans le slogan du logo, dans le fond, il y a 2 concepts au cœur de ces travaux. Il y a l'alimentation des aînés qui a une visée davantage préventive et la nutrition gériatrique qui a une visée davantage thérapeutique. Pour ce qui est de l'alimentation des aînés, elle se préoccupait de l'état nutritionnel de nos aînés isolés dans la collectivité pendant et après la pandémie et elle a conçu divers projets pour les aider. Je pense à des projets comme les 3 fiches portant sur la dénutrition des aînés vivant seuls destinés aux bénévoles des petits frères qui avaient comme objectif finalement de les aider les bénévoles à mieux repérer les signes de dénutrition pour mieux agir rapidement. Dernièrement, c'est ça, j'ai fait une entrevue avec Noémie Brisebois, des Petits Frères, qui m'aurait dit récemment que les fiches étaient encore d'actualité et utilisées à travers le Québec. Ils ont transféré aussi les fiches à d'autres organisations qu'ils connaissaient. Ensuite, je pensais au projet repas.info, maintenant sous la responsabilité de Patrick Boissy, coordonné par ma collègue Cynthia Corbin, qui est une ressource numérique visant à repérer efficacement et simplement les personnes aînées à risque de dénutrition pour les personnes, par les personnes elles-mêmes, leurs proches et les professionnels de la santé, afin de les diriger rapidement vers des ressources communautaires pertinentes dans la région de l'Estrie. C'est un peu comme une version améliorée du service 211, mais vraiment, vraiment beaucoup mieux. Il va y avoir un site qui est en devenir là, pour ce projet-là, à suivre dans les prochaines années. Le projet qu'elle planifiait, ce qu'elle me parlait en octobre, là, qu'elle planifiait pour les prochaines années, son gros chaudron, parce qu'elle en avait tout plein, là, mais cela devenait de plus en plus important. Ça portait sur le dépistage de la déficience sous-clinique de la vitamine B12 chez les aînés à l'aide d'une trousse de dépistage urinaire destinée à faire le test dans le confort de son foyer. Si Nancy voulait y consacrer la grande majeure partie de ses futures années, c'est qu'elle y croyait. Si vous voulez en savoir davantage sur le projet et les effets de l'intervention en B12 là, sur les mesures neurophysiologiques, vous pouvez aller voir tantôt Charlotte. Elle a fait le soumis, son article et elle a déposé son mémoire de maîtrise la semaine passée. Donc, elle est présentée aussi ici aux journées du RQRV par affiche. J'en profite également pour remercier à ce niveau Guillaume Léonard, Christiane Auréblet et Dr. Assiba Chebiri qui ont été là pour nous soutenir dans le projet. Pour ce qui est de la nutrition gériatrique, elle se préoccupait de l'efficacité du traitement nutritionnel chez nos aînés dénutris en soins de longue durée. En 2006, juste avant qu'elle commence son doctorat, donc elle a été inspirée par son passage en clinique, elle a été clinicienne, elle était fière de le dire, ici sur les unités d'hébergement, entre autres. Elle a eu l'idée ou le pressentiment là, à l'époque qu'offrir un supplément d'énergie de protéines tout au long de la journée serait plus efficace qu'une grosse bouteille pour préserver le statut nutritionnel des personnes dénutries ou malnutries. Cette approche était connue sous l'appellation MedPass, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, proposée par la première fois aux États-Unis en 1996. Dans le fond, ça consistait à offrir 60 millilitres, un quart de tasse de suppléments nutritionnels hypercaloriques, hyperprotéinés tout au long de la journée lors de la distribution des médicaments. Donc, nouvellement chercheuse en 2017, dans le fond, elle a réalisé cet essai clinique randomisé ici sur les 9 unités d'hébergement de l'IUGM. Ça a été son gros projet financier dont je parlais tantôt. Les évaluateurs de la Société Alzheimer du Canada avaient dit « Wow, ça va changer les pratiques. » Ben, ils avaient vu vrai. Elle était vraiment fière, puis elle le répétait souvent. Donc, ce projet a commencé en 2018. Donc, elle a eu l'implantation d'intervention sur 5 unités ici d'hébergement. Puis, en même temps, un peu plus tard, quelques mois plus tard, la même étude a été, c'est un pré-poste, a été implantée aussi à Argyle, aussi à HSLD Argyle en Estrie, comme elle était chercheuse aux 2 endroits en même temps.
L'impact majeur que je retiens, on ne savait pas à l'époque, là, mais on peut faire. Oui, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. L'autre avant. OK, c'est ça. Finalement, l'impact majeur que je retiens de cet essai clinique, c'est que, outre les impressions là, des cliniciens, j'en vois quelques-uns en haut, merci d'être là. Outre les impressions cliniques manifestes exprimées par les cliniciens et les familles, ça a été que le projet a été implanté avant la pandémie, a été un outil de plus pouvant être utilisé pendant ce contexte difficile. Donc, les énoncés que vous voyez à l'écran là, ils l'ont beaucoup ému, Nancy, parce que le premier, c'est une famille qui lui a dit ça. Je retrouve ma mère. Avant, là, elle était toute dénutrie, toute malnutrie, puis elle a retrouvé sa mère avec les joues rondes. Puis aussi, je vois Nézar là-bas en haut, il nous avait dit, lui, il est nutritionniste à l'UGM, il a dit, écoute, le protocole a sauvé des âmes. Je trouvais ça tellement beau. Donc, puis aussi, un gestionnaire de Argyle a dit, sur mon unité d'intervention, sur 6 mois, donc une unité de 75 résidents, on a économisé 3 600 en diminution pour le traitement des plaies de pression. Je ne vois plus de plaies de pression. Par la suite, on a eu l'occasion d'implanter ce protocole qui est de changer de nom. On l'a appelé, Nancy l'a appelé Nutrition as Medication et qui a été présenté au réseau de la santé et services sociaux il y a un an. Il y a un an, on était là, sous le terme nutrition comme médicament, parce qu'il fallait le mettre en français un peu, là, qui était plus agile dans son approche clinique que MedPass, c'est-à-dire au lieu de donner un quart de tasse 4 fois par jour, on pouvait aller des plus petites doses, 1 à 4 fois par jour. Donc, c'était plus agile au niveau pour mieux. Dans le fond, l'idée de Nancy, c'était de préserver la capacité des personnes hébergées. Si on change de diapo. Donc, dans le fond, ce que vous voyez à l'écran, c'est un des impacts. Quand on a fait l'implantation dans les 3 CHSLD, c'est un des impacts chez les proches aidants. C'est pour ça que je me dis qu'on fait de la recherche. C'est quand que les gens, le proche nous dit l'état d'éveil. Nancy travaillait beaucoup sur l'état d'éveil des personnes aînées. On travaille l'état nutritionnel, amène un état d'éveil. Puis l'aidant, il a dit waouh, ma mère est capable, elle me reconnaît, elle a dit mon nom. Ça fait longtemps qu'elle n'avait pas dit mon nom. Ça, c'était vraiment touchant. Ce projet d'implantation a fait l'objet de mémoire de maîtrise d'Anne Desrochers. Maintenant, le protocole NAM est disponible par les centres d'hébergement au Québec, comme disait Sylvie Belleville. On a fait le lancement officiel le 28 mars dernier, le mois de la nutrition. Maintenant, il est hébergé par le centre d'expertise de Sherbrooke. Un autre projet reflétant sa passion pour la recherche est celui de la dysphagie réalisé avec Dr Blouin, Dr Lafleur, ainsi que Dr Caroline Rioux, ici, à la clinique de dysphagie. C'est un autre exemple de préoccupation passionnée pour la qualité de vie des patients. Michel Sancartier m'a dit au téléphone il y a quelques semaines à quel point ça a changé les pratiques, le tout dans une perspective de préserver le goût, de manger l'état nutritionnel des aînés. Donc, voilà. Donc, finalement, sa passion pour la recherche, mais ça a vraiment changé concrètement la vie des patients. Ça a affecté le bien-être des proches aussi. Ça a impressionné les gestionnaires. Ça a apparemment aidé le système de santé aussi à économiser des coûts. Moi qui ai participé au projet Nutrition as Medication, je peux dire que c'était vraiment passionnant de travailler avec elle. C'était un vrai privilège d'être invitée à être co-PI sur ce projet-là avec elle en pleine pandémie, d'ailleurs, qu'on a conçu et soumis cette demande de subvention-là. Ça avait un côté très pragmatique aussi, donc c'était enthousiasmant de voir qu'on allait avoir des effets concrets sur la pratique. Et moi, étant infirmière et elle nutritionniste, ben, Nutrition as Medication, c'était un beau mix aussi de c'est très médical, c'est très nutrition, mais c'est administré par les infirmières auxiliaires. Donc, c'était aussi un beau travail interdisciplinaire. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à y participer. J'aurais vraiment aimé pouvoir continuer de développer. On aurait voulu pouvoir continuer à faire d'autres choses avec ce projet-là. Donc, c'est un peu triste de voir que là, on n'a pas pu continuer, mais j'ai été très, très chanceuse finalement d'avoir la chance de pouvoir participer avec elle à ce dernier projet qu'elle a fait. Et en discutant avec Isabelle, ben, une autre caractéristique qu'on a identifiée, c'était qu'elle était douée. Fait qu'Isabelle va vous parler un peu de
un peu comme les autres l'ont fait, mais sous d'autres angles, de à quel point elle était douée pour toutes sortes de choses. Oui, c'est ça, vous nous avez devancé, mais c'est très bien, je vais pouvoir compléter ce que vous avez dit. Donc, Nancy était douée, comme je l'ai dit, était une chercheuse de cœur et d'esprit, en ce sens qu'elle avait un don pour l'écriture, l'argumentaire et les mathématiques. Donc, l'écriture, l'argumentaire, donc Nancy était douée, c'est ça, elle aimait écrire des articles, des documents, des chapitres de livres, débattre des arguments avec des arguments robustes. Tout faisait raccord. C'est un mot que j'entends là, tout le temps. Il manquait du temps pour écrire, elle s'en désolait. Elle était fière d'avoir une belle plume. Les mots que vous voyez à l'écran, c'est des mots, j'ai travaillé avec Anne, c'est des mots qui me retentissent encore dans la tête. Belle plume, faire raccord. On va trouver une voie de passage. Tu sais, quand tu disais qu'ils ont fait, ils ont tout arrangé pour les banques de nuages, ça se passe bien, mais c'est ça, tu sais, on voyait qu'elle avait un don aussi pour la gestion. Ah oui, ah, elle aimait avoir beaucoup de chaudrons sur le poêle, dans le four, dessus, sur le comptoir. Elle aimait avoir l'assiette pleine. On est en nutrition, donc donc c'est ça exactement. Euh, Elle aimait transmettre faire de la recherche, transmettre ses résultats à l'oral et elle écrit. Elle aimait écrire tôt le matin, ça c'est certain. Euh, une de ses plus belles réalisations dont elle était super fière, c'était son fameux chapitre 15. Je vois des médecins dans la salle. Son chapitre de précis de gériatrie, chapitre 15, sur la nutrition. Voilà. Les mathématiques, mais ça, on a eu une belle démonstration en statistique, ça c'est certain, mais au-delà de ça, c'était tous les chiffres en général, là. Donc, nous, on parle français, anglais, espagnol, tout ce qu'on veut, mais elle parlait, moi je le disais, elle parlait maths, littéralement. Elle était capable de traduire une idée en chiffres, en nombres, en modèles statistiques, des vies de recherche robustes en très peu de temps. C'était hallucinant. J'ai été témoin, pour ce qui est des chiffres, là, en réunion de sa capacité à traduire en chiffres des idées qui ont ébloui les gestionnaires de notre domaine. Par exemple, en déterminant très rapidement comment coûtait une calorie d'énergie qu'on offrait avec des suppléments nutritionnels oraux. Le but était de rembourser les installations dans nos projets de recherche là, pour le fardeau qu'on leur incombait. C'est ça. Donc, elle a fait la démonstration dans son sommeil. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, je rêve à d'autres choses que des chiffres là, dans mon sommeil. Et finalement, la dernière caractéristique qu'on a dégagée en réfléchissant ensemble, Isabelle et moi, c'est peut-être quelque chose qui a été moins abordé, c'était son côté pédagogue, donc tout l'intérêt qu'elle apportait à transmettre ses connaissances. Oui, effectivement, elle aimait enseigner, elle aimait parler, enseigner. Par exemple, pour nos pères, nutritionnistes, que ce soit à l'université ou dans des cadres de formation continue de notre ordre professionnel, un des thèmes qu'elle aimait et qui les gens en redemandaient, c'était l'anémie. Elle avait le tour de simplifier les choses complexes. Autre point, c'est ses étudiantes. Afin de pouvoir bien jouer son rôle de pédagogue, elle avait pris la décision de n'encadrer que quelques étudiants à la fois pour les superviser, afin de leur offrir autant de disponibilité que possible. Elle pouvait passer des heures et des heures à répéter le même contexte. Elle offrait des heures incroyables à ses étudiants. Elle pouvait se lever à 6 heures du matin pour faire une rencontre avec son étudiant qui en avait besoin finalement, ne serait-ce que de parler de son stress. Donc, elle pouvait se lever, se rendre disponible. J'en ai été témoin. De plus, on est-tu à la bonne place? Non, on va changer. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est un peu une image de notre labo. Ouais. C'est ça, je m'en viens à ça. À tous les vendredis midi, on avait nos statutaires d'équipe. Les étudiants, les étudiantes avaient le privilège de pouvoir pratiquer leur présentation, de pouvoir bénéficier de l'avis constructif de tous les membres de l'équipe pour viser le succès. C'est ce que représente cette photo-là qui a été mise à l'écran. C'est Hélène Wang, sa deuxième étudiante là, qui terminait sa pratique. Donc, c'est elle dans le coin avec Nancy. Et puis, c'est ça. Donc, pour ses étudiantes, elle avait même fait un cours sur mesure de 3 heures sur une technique infaillible qu'elle expliquait pour écrire des articles scientifiques. Par la suite, elle a partagé ce cours avec d'autres étudiants et étudiantes et je conserve très précieusement ces notes.
Ben, moi, je voulais remercier Isabelle parce que je sais que ce n'était pas évident pour toi d'être ici aujourd'hui. Puis moi, je n'aurais pas eu autant de choses à dire sur elle, n'ayant pas eu autant de chance d'apprendre à la connaître que toi. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé la scène, puis finalement d'avoir partagé ta connaissance de Nancy avec nous tous. Et puis moi, ça a été un plaisir d'apprendre à connaître aussi Nancy dans les dernières années. Vraiment, son intelligence, son authenticité comme être humain était vraiment incomparable. Donc, c'était vraiment très, très riche pour moi les quelques années où j'ai eu la chance de la côtoyer à distance parce qu'on s'est connus pendant la COVID surtout. Donc, Isabelle, sur ça, je te laisse conclure. Merci. En conclusion, j'aimerais faire une dernière action. Donc, Isabelle, c'était pour ça que j'étais là aussi. J'étais pour le backup. Donc, Isabelle a eu une belle idée de poser un geste pour représenter toute l'importance qu'avaient les étudiantes finalement pour Nancy. Puis elle avait l'habitude de reconnaître les efforts de ses étudiantes qui graduaient. Donc, aujourd'hui, Isabelle voulait profiter du moment pour souligner la résilience, la détermination et les efforts de sa dernière étudiante, Charlotte Bédard-Delisle, en offrant finalement les fleurs qu'elle a ici à la relève qui était si importante finalement aux yeux de Nancy. Et elle a essayé Isabelle a essayé avec Guillaume Léonard de pallier un peu le départ de Nancy, mais Isabelle a eu cette belle idée de souligner finalement le passage à la relève en te remettant, Charlotte, ces fleurs à titre de dernière étudiante de Nancy. Donc, félicitations, Charlotte. Euh, on avait fini. Ben, peut-être que ce que je nous suggère, c'est de faire, d'applaudir très chaleureusement Nancy, ce qu'elle était, sa carrière et tout ce dont on a témoigné aujourd'hui. Donc, une main d'applaudissement à Nancy.